Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Je vais vous lire une histoire historique. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait et je pense que vous allez apprécier sur ma chaîne historique. Vous la trouverez là-bas. J'aimerais des j'aime et que vous abonniez. Je commence. Découverte d'une bouche à feu du XVe siècle dans le lit de la Loire. À l'automne 1897, des bateliers retiraient une bouche à feu du XVe siècle d'un banc de sable mouvant près de l'île de la Dodère qui émerge du lit de la Loire, à 20 kilomètres en aval de la ville de Tours. Cette bouche à feu a été déposée au musée d'artillerie des Invalides. Sa fabrication remonte aux premières années de l'invention de l'artillerie. Elle est en fer forgé et n'a ni anse ni tourillon qui n'apparaissent qu'avec Louis XI, ce qui la distingue des deux michetelles anglaises du Mont Saint-Michel. Lame est en forme de tronc de cône, dont le diamètre est plus large à la bouche qu'à la culasse. La volée est formée de lattes de fer soudées longitudinalement, entourées de nombreux cercles de même métal. Au-dessus du trou de la lumière existent des caractères indéchiffrables. En Belgique, la ville de Gand possède un grand canon nommé Marguerite l'Enragée, dont les Gantois firent usage lors des sièges d'Oudenarde en 1382 et 1452. En Suisse, le musée de Lausanne renferme une pièce d'artillerie provenant de la bataille de Granson, perdue par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, en 1476, pièce que le canton de Vaud sera éternellement fier de conserver. Le chroniqueur Jean de Troyes dit qu'au siège de Paris en 1479, on employa une pièce d'artillerie fabriquée à Tours, lançant un boulet de fer de 800 livres, mais que cet engin de guerre éclata au 5e coup, entre la porte Saint-Antoine et le pont de Charenton. Ainsi, il y avait donc une fonderie à Tours à la fin du XVe siècle. La première mention des canons en France serait en 1338, d'après un compte du trésorier des guerres. À cette date, Hugues de Cardaillac reçoit du grand maître des arbalétriers 10 canons et de la poudre pour conquérir la défense de la ville de Cambrai, assiégée par le roi Édouard III d'Angleterre. Les Arabes avaient déjà fait usage de l'artillerie à poudre au siège de Balza en 1323 et les Italiens en 1326. Ces engins ne furent employés que dans l'attaque ou la défense des villes, vu leur poids énorme et la construction grossière des affûts. Du reste, les progrès ne tardèrent pas à acquérir une véritable importance avec le tir à ricochet. Si l'invention de la poudre à canon peut être un progrès dans l'art de l'artillerie, on devrait maudire au nom de l'humanité l'homme qui a apporté sur la terre ce fléau destructeur. À l'avènement de Jean Lebon, on fabrique des pierrets, lançaient les projectiles de 450 livres destinés à jeter l'épouvante dans l'esprit des habitants.
On se souvenait du désastre de Crécy, où des bombardements de fer jetaient des petits boulets avec si grand bruit, dit Froissart, qui semblait que Dieu tournait. Les grands vassaux se donnèrent un matériel d'artillerie de la plus grande diversité et firent naître les canonniers des fiers et des abeilles. C'est ainsi que des canons sont signalés à Metz et dans l'armement de Paris, puis après la défaite de Poitiers à Troyes, à Dijon, à Valenciennes. Dès lors, la liberté de l'homme devint une chimère. Une étincelle pouvait mettre en feu tous les arsenaux de l'Europe. En 1370, Charles V donne à son frère Louis d'Anjou le gouvernement du pays de Touraine en apanage, et la ville présente une enceinte fortifiée sur 4 lignes de circonvallation. Puis, au mois de juillet 1415, lors de la rupture de la trêve de paix entre Henri V d'Angleterre et Charles VI, le dauphin est nommé lieutenant général des armées avec le duc d'Arbray et Boucicaut comme capitaines généraux. Mais après la défaite d'Azincourt, les événements se précipitent. Le roi fait écrire aux élus de la ville de Tours de se tenir sur leur garde et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de résister à l'invasion. Ce serait donc vers cette époque, il semble, que l'on doit faire remonter l'artillerie de cette place. Dans les récits de combat, on voit toujours à côté des bouches à feu les anciennes machines à fronde, les martinets, et une grande variété dans la nature des projectiles. Comme document, un registre de délibération de la ville de Tours mentionne qu'en juillet 1419, par ordonnance de messire le régent, un certain nombre de bombardes faisaient partie de l'inventaire de matériel d'artillerie de la place, où furent baillés à Antoine Dupille, capitaine pour la garde du Chastel. Dans cette nomenclature sont entre autres engins de guerre un ribaudequin portant la date 1417, un canon de cuivre enchâssé de bois acheté à Pierre de Fosse, un canon de fer enchâssé de bois, un ribaudequin en fer cerclé, 17 boulets pour ribaudequin et 8 livres de poudre, un carteron. Pendant la lutte ouverte entre les Armagnacs et les Bourguignons, Jean Souter, qui dès 1417 avait pris possession de la ville de Tours au nom d'Isabeau de Bavière, voit ses troupes assiégées dans la place le 26 novembre 1418 par le dauphin, plus tard par Charles VII. Un siège de 5 semaines où l'on déploya beaucoup de valeurs de part et d'autre amena cependant la ville à se rendre le 30 décembre. Peut-être faut-il rattacher à cet épisode de notre histoire locale l'un de ces engagements désastreux d'arrière-garde, pendant lequel cette bouche à feu, destinée à renforcer le matériel de siège du dauphin, aurait été engloutie dans les eaux. Ou bien faut-il en rattacher la perte aux événements qui se déroulèrent sous les murs au château de Langeais, dont les Anglais s'emparèrent en 1427. Leurs bandes mirent au pillage les environs et la campagne, jusque sous les fortifications de la ville de Tours. Ce fut à la suite d'un arrangement entre le chef de la garnison anglaise et le connétable de Richemont que Jean de Buyer vient occuper le château
qui, semblable à un colosse, domine la ville qui lui sert de piédestal. Depuis, nul homme armé n'apparaît au créneau bruni par les siècles. Quoi qu'il en soit, de la cause qui a amené la perte de cette pièce d'artillerie en cet endroit de la Loire, tout le monde sait que sous Charles VII, l'artillerie prit une grande extension, alors qu'elle était dirigée par Jean et Gaspard Bureau, et qu'à cette arme il faut donner la gloire d'avoir défendu la patrie de la domination anglaise. Un dernier mot aux inventeurs. Ô vous qui possédez quelques horribles secrets dans l'art de détruire l'humanité, ayez pitié de vos semblables, ayez pitié de vous-même. J'espère que mon histoire vous a plu. Ça se passait dans la Loire. Et oui, le département où j'habite. Il y a tellement de contes et légendes historiques. C'est magnifique. Et j'adore les partager avec vous, moi la poétesse, conférencière, artiste. Bienvenue sur cette chaîne. Je vais recommencer à en raconter d'autres. Je m'étais arrêtée pendant un temps. Maintenant, je vais reprendre. Et j'espère que vous apprécierez. Au revoir, à bientôt.